Et bonsoir Audrey, bonsoir tout le monde, Bonsoir. bonsoir Françoise, bonsoir Delphine, Anna. Anna, c'est le Anna de la Christos Vastris? Non, elle ne m'entend pas, Anna, ça peut être celle-là. Avec le nombre de prénoms identiques. Ah, c'est ça, j'ai vu. C'est pas si bon. Bon, qu'est-ce qui se passe? Message. On laisse rentrer encore le monde. Ah, je reprends. Ok, tout le monde est rentré, mute? Ça arrive au compte-gouttes, mais là, oui, tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré. Bon, bonsoir tout le monde. Allez, notre dernière visio. En Pour fait, commencer, Pierre, avez-vous des questions? Alors, j'en ai déjà retenu une. Audrey, qui a l'habitude de poser des questions. Il y a Fanfan essaye de parler, mais je pense que son micro, il a été coupé. Je ne sais pas pourquoi. voilà. Je disais, Pierre, en fait, on n'a pas reçu le lien. Moi, j'ai repris le lien Oui, d'avant. c'est le lien j'ai marqué, c'est le lien d'avant. Ah, Il me semblait d'accord. avoir dit la dernière fois que c'était le même lien. D'accord. Je ne suis pas sûre que tout le monde avait bien compris ça. Mais bon, voilà. C'est tout. Ouais, ça arrive, ça arrive. Je vois qu'il y a Ophélie qui arrive, Marie-Aude qui arrive. Oui, oui, oui. Donc, effectivement, Pierre, j'ai une question. Ah, voilà. Je les repère, je les repère. Les questionneurs. Ah bah, je peux C'est être... super, c'est super. C'est ce qu'il faut. Vas-y. Tu sais, quand on prend en charge un enfant, pour bien que dans ma tête, tu vois, ça soit... Parce que je relis ce qu'on a vu, je regarde les vidéos. Quand on prend en charge l'enfant, donc on observe, on analyse et on planifie. Et après, quand on agit, donc on commence à masser la partie du corps où l'enfant, ça va pas, ou on fait au niveau des mains, comme tu disais la dernière fois, ou c'est suivant, en fait, où ça va pas que on masse différentes zones. Exactement. En fait, tout dépend de la réaction de l'enfant. Si l'enfant est agité, on risque d'attaquer davantage la tête, le visage, parce que des points qui vont tabler davantage sur le système nerveux, le détendre, le calmer. Notamment masser le fait de masser le front, ça va calmer, de travailler un petit peu sur les tempes, voilà, ça va l'aider. Les enfants qui ont été agressés, qui ne supportent plus l'approche du corps comme ça de par un étranger, on va travailler sur les avant-bras, il y a une zone qui permet D'accord. d'ouvrir en communication. En fait, on va s'adapter à l'enfant. Et puis, s'il y a des priorités très structurelles, très anatomiques, et on a compris qu'il y avait un organe, on ira directement sur la main. Si c'est une fonction, on ira sur des zones, c'est en fonction, on va s'adapter. C'est vraiment en fonction et on peut aller très vite, aller directement au but, aller sur la main pour travailler sur les organes ou sur le dos, comme on peut prendre le temps d'arriver de la périphérie et puis tout doucement. Mais dans la globalité, quand on approche un enfant, même quand on palpe, même si vous avez l'impression que je palpe rapidement, en fait, je pose ma main sur l'enfant, je laisse mon poids arriver dessus, qu'il déprime un peu la peau, et tout doucement, j'accompagne, j'enfonce doucement. Mais je ne suis pas
une directive à donner un mouvement. Je me laisse emporter par le mouvement. Et quand je sens qu'il y a une réponse de l'enfant, je note le niveau de la réponse en disant je ne peux pas pénétrer, ou je pénètre qu'à moitié, ou aux trois quarts, ou complètement. Et il faut être à l'écoute. Et si on est trop directif, on va impulser un ordre agressif et l'enfant va réagir plus tôt. Et du coup, il ne va pas nous révéler vraiment sa nature, son système, son organisation. Ce qu'il faut, c'est, je dirais, un peu le piéger, mais c'est vraiment être à son écoute, à son accord. C'est comme vous verrez quand dans les vidéos, on voit que quand l'enfant bouge, quand il remue les mains, ma main remue avec la sienne, je ne le bloque pas. J'accepte son mouvement et je rentre dans le mouvement et je tourne la main. Voilà, je m'adapte à ce qu'il fait. Parce que si on commence à le bloquer, on devient agresseur et il ne faut pas ça. D'accord. Super, et ben merci. Voilà. Il y avait une autre question pour Véronique qui m'a posée. Je vais poser la question. Elle me posait la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour prévenir au niveau de l'enfant? Parce que, oui, c'est vrai, on parle de traitement, on parle de choses comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir, pour pas que l'enfant tombe malade? La prévention, elle est aussi bien pour l'enfant que pour nous. Le terme qu'on va utiliser, c'est d'être conforme au moment et au mouvement. C'est-à-dire, on subit des variations saisonnières où on va rentrer dans l'été, on va se retrouver à avoir un programme qui se met en place pour lutter contre le chaud et on risque moins d'être agressé par du froid parce que c'est la période chaude qui va arriver. Donc, on va lutter plutôt contre le chaud, à chercher à se rafraîchir. Et vous savez très bien que si vous prenez froid en été, vous apprenez une angine, c'est toujours beaucoup plus dur à traiter et ça dure beaucoup plus longtemps que si on prend froid en plein hiver. Pourquoi? Parce que le corps, il a un programme de rafraîchissement qui va aller comme l'agent agresseur, qui va bloquer. Donc, ça fait qu'on est un petit peu dans une mauvaise réaction, un mauvais comportement. Et là, ça va être difficile. Donc, on se traîne souvent des pathologies sur 3, 4, 5, 6 semaines. Et puis après, ça bascule et on arrive à en sortir. Quand justement le programme passe au réchauffement, quand il faut commencer à lutter et à réchauffer. Donc, il faut être conforme déjà à la saison, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les activités, que dans les expositions, que ça doit être aussi au niveau de la nourriture, parce qu'on ne mange pas la même chose dans les saisons. En hiver, c'est pas profitable de manger des crudités, c'est profitable de manger des choses qui sont cuites, mijotées et très cuites pour être très minéralisées, c'est plus intéressant. Donc là, la conformité va être par la saison. Et puis après, il y a des conformités climatiques. Il y a des périodes où on va se retrouver dans des périodes où il n'y a que de l'humidité. Il pleut tout le temps. Dans ces situations où il y a beaucoup d'humidité, on n'aura pas intérêt à mettre des aliments humidifiants dans le corps. Des choses qui vont apporter des glaires, sinon on va renforcer le principe d'humidité, ça sera humidité plus humidité. Là, ça va être difficile à traiter. Donc, on va chercher plutôt à mettre des choses qui sont réchauffantes, qui vont stimuler l'humidité, qui empêcheront que l'humidité s'installe. Donc voilà, ça c'est aussi une conformité. Dans les conformités, il y a les conformités aussi d'activité familiale. Il arrive bien sûr que la vie fasse qu'on déménage, ou qu'on change, ou qu'il y ait des grands mouvements dedans. L'enfant, il va subir ça. Il ne va pas comprendre, ça va être du renouveau. S'il n'est pas habitué au changement, s'il n'est pas programmé à changer, pour lui, ça va être une perturbation. Donc, aussi, il faut le préparer, il faut l'adapter. Et il y a des techniques de massage qui permettent justement d'adapter l'enfant à la nouvelle situation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la prévention. Mais pour nous, les adultes, c'est la même chose. Si on commence à manger des glaces en plein hiver, mauvaise limonade, quoi. Imaginez le repas de Noël quand on sait que les fruits de mer, ça apporte énormément de froid et que les glaces apportent énormément de froid. Heureusement qu'il y a une dinde au milieu qui est cramée pour pouvoir réchauffer, quoi, parce que sinon,
ça met que du froid dans le ventre et on ne peut tomber que malade. Et malheureusement, vous en voyez souvent des gastros dans ces périodes-là parce que le froid va saisir les intestins et ça va tout bloquer. Donc, attention à ces excès alimentaires qui sont des fois des recettes commerciales. Hein. On nous impose ça, on l'apporte maintenant et ce n'est pas terrible, quoi. Donc, attention. Ou alors, il y a des antidotes. Il y a des antidotes, c'est-à-dire que je sais que je mange quelque chose qui n'est pas conforme, mais je vais mettre quelque chose en contrepartie qui va réchauffer. Par exemple, si on prend les huîtres, si vous prenez une huître simple, c'est du très froid. Si vous mettez une huître avec un peu d'échalote dessus, et du vinaigre, hein, l'échalote, c'est quelque chose qui est échauffant. Donc, ça va réchauffer ce que vous allez manger. C'est-à-dire que ça va remettre du mouvement. Quand on parle chaud ou froid, dans notre langage, c'est pas chaud thermique, c'est un froid mécanique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Il n'y a plus de dynamisme. Et quand on prend chaud, c'est au contraire, c'est hyper dynamique, c'est actif, ça bouge, ça remet du mouvement. Alors quand vous mettez l'échalote qui met en mouvement, vous le regardez sur les papilles, quand vous mangez une huître, vous avez les papilles qui sèchent, qui se rétractent. Donc, et les muqueuses qui s'assèchent, hein, puisque ça va attirer en plus de l'eau de vos muqueuses. Donc, tout s'arrête autour. Et si vous y mettez de l'échalote, ben, au contraire, ça va piquer, ça va remettre du mouvement et ça va compenser. Donc, en trichant, voilà. Puis le petit vin blanc aussi, ça va bien aussi. Voilà. Donc, tout doucement, on peut tricher, heureusement, parce que sinon, ce serait le bagne. Et j'adore tricher. Voilà, pour ce qui est de la prévention. Alors, dans cette visio, nous allons parler de la dernière étape. Donc, on a bien vu, hein, tu as bien énuméré, Audrey, on avait l'observation, l'analyse, la planification. Ça, c'est tout ce que l'on met en place pour être sûr de structurer, de ne pas se tromper, de prendre les bonnes décisions. Et on passe à l'action, on va agir. Alors que ce soit par technique de massage, une technique de réchauffement ou de rafraîchissement, ou une technique d'absorption d'alicaments. Hein, ce sont des aliments qui vont servir de traitement, qui vont nous permettre d'aider l'enfant. Et suite à ça, il y a la notion de validation. Alors, j'insiste beaucoup sur ce chapitre, qui est un petit chapitre, mais qui est pour moi le principal, parce que c'est sur quoi on va avoir de l'assurance, c'est sur quoi on va montrer qu'on sait faire. Et aujourd'hui, notre société, elle part du principe que si vous n'êtes pas diplômé, si vous n'avez pas des compétences reconnues par un examen, une certification, vous n'êtes pas capable de faire. Et alors du coup, n'étant pas capable de faire, en plus, on va vous jeter des peurs. Alors ça va être la peur médicale, hein, les médecins, surtout ne faites pas ça, vous ne vous rendez pas compte, la famille dit, tu t'en rends compte, tu vas faire ça, et puis il y a toujours quelqu'un qui va vous trouver l'exemple du voisin de la voisine qui avait un truc. Bon, c'est absolument épouvantable, quoi. C'est aussi la notion de pouvoir, à dire qu'on fait peur aux gens, c'est pour pouvoir avoir un pouvoir sur l'autre et puis l'empêcher d'agir et de ne pas pouvoir contrôler ce qu'il fait. Alors du coup, on bloque aussi les personnes dans cette notion de crainte. Et vous le voyez aujourd'hui, hein, la politique, elle est basée sur la peur. Aujourd'hui, on fait peur à tout le monde. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Si Mute, tu trouves que je parle trop de politique, que je m'emballe, parce que je risque de m'emballer, tu m'arrêtes. Mais quand on entend qu'on bloque, on ferme Shanghai parce qu'il y a 80 morts du Covid, si on prend la population de Shanghai qui est de 24 millions d'habitants, qu'est-ce que ça représente 80 morts? C'est juste ça. Et on fait peur. Et aujourd'hui, la société, comme on s'est octroyé des libertés, plein de libertés, pour contenir ça, eh bien, il va falloir sidérer la chose. Et du coup, on va jouer là-dessus. Alors, à un autre niveau, ça va être la même chose. C'est-à-dire, à petit niveau familial, on va essayer de nous contenir, nous bloquer, ne pas prendre de décision, ne pas prendre d'initiative. Il faut passer outre ça, surtout quand on est parent, surtout quand on est avec nos enfants. Je pense qu'on aurait tendance, nous, en tant que parents,
de se reprocher de ne pas pouvoir agir. Dire, si j'avais su faire, si je peux faire, et justement, on a là les moyens de pouvoir faire et de pouvoir agir. Et pouvoir le faire, ben, c'est justement de prendre de l'assurance. Et c'est là la validation qui va être importante. Dans le milieu médical aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez, mais il y a ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. C'est en fait, c'est la médecine qui est basée sur les faits. C'est-à-dire que c'est un système de validation de techniques qui sont faites sur des expériences, sur des protocoles. Alors, il y a des études qui sont faites, des protocoles qui sont mis en place pour valider toutes les techniques qui sont mises en place dans la médecine. Ce qui donne qu'aujourd'hui, ces études sont basées sur des techniques randomisées, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire sur un certain nombre de personnes pour voir si ça marche. Il faut le faire en double aveugle, c'est-à-dire le faire avec des gens qui savent le faire et d'autres qui ne savent pas le faire, et voir si le même geste fonctionne. Et puis le faire avec des placebos, c'est-à-dire faire une fausse technique pour voir. Alors ça me paraît aberrant au niveau du massage, et encore plus au niveau des enfants. On ne va pas s'amuser, et je ne vois pas, moi je ne me vois pas ne pas faire un soin correct à un patient qui en a besoin. Aujourd'hui, ça me paraît, et encore moins à mon enfant. Je ne vais pas m'amuser à tester ou à faire tester par quelqu'un qui ne connaît pas la technique sur mon enfant. Ça me paraît aberrant. Donc ce genre de référence médicale dont tous les médecins revendiquent aujourd'hui, ce n'est pas de l'ordre du jour de la vie parentale, quoi. Sachez, par exemple, que les écoles de kinésithérapie, de massokinésithérapie, ne reconnaissent plus le massage parce qu'il y a très peu d'expériences ou de travaux qui sont faits sur le massage. Donc, ils n'enseignent plus le massage, ou très peu. Mais ce qui est dramatique, c'est que encore aujourd'hui, même si les écoles n'enseignent pas le massage, ce sont les kinésithérapeutes qui ont le monopole du massage. C'est-à-dire que si une esthéticienne s'installe et fait du massage, elle peut être attaquée par le Conseil de l'ordre des kinés. C'est quelque chose d'aberrant. Donc, il y a vraiment un double langage là, qui intéresse certains pour avoir la main mise sur ça. Alors, il y a heureusement des scientifiques ou des chercheurs ou des médecins qui sont contre ce processus-là et qui ne veulent pas le mettre en application. Alors pourquoi ça existe aussi? C'est parce qu'il faut beaucoup de fonds pour faire ça. Et c'est surtout les laboratoires qui utilisent ça, bien sûr, et puis les fabricants de matériel qui utilisent ces genres de techniques parce qu'ils ont des moyens financiers pour le faire. Si nous, on voulait le faire, ben, ça nous coûterait très cher et bon, on ne le fait pas. On s'occupe de nos patients. On ne cherche pas à faire des études randomisées. Voilà pour le côté politique. Maintenant, ce qui est de l'observation qu'on a fait au départ, c'est cette technique-là que vous allez pouvoir voir si le traitement que vous avez fait a changé. Quand on traite un enfant ou même un adulte, quand on lui fait du bien, tout de suite, on va activer sa circulation du sang. Et tout de suite, sa circulation du sang redevenant plus dynamique, ça va lui donner une autre coloration, un autre aspect. Son teint va changer. Et si son teint change, si le sang commence à être plus fluide et revient à la surface, son mental va changer. Je vous ai dit que le mental était lié à la circulation du sang, à cette fluidité. On va se retrouver avec un état d'esprit, une attitude vis-à-vis du monde extérieur qui sera beaucoup plus cool. Et du coup, on va voir un enfant qui arrive un peu violacé, un peu tendu, un peu gris, qui va devenir tout rosé et tout. Voilà, ça s'embellit tout seul. Mais pour les adultes, c'est la même chose. On va retrouver cette coloration qui change. Et il n'y a plus le masque de souffrance, qui est justement un blocage. Et qui dit blocage, comme le froid, ça va donner une coloration plutôt bleue, une coloration qui sera plutôt dans les gris mauves, qui ne bougera pas, quoi. Donc, dès qu'on remet du mouvement, ça va aider, ça va impacter. Donc, cette notion d'observation va nous aider aussi à valider. Et après, dans notre geste qu'on a analysé, on s'est dit, on a compris qu'on avait des systèmes qui s'étaient déréglés, des choses qui tombent en panne, et l'analyse nous donne des références, en fait, de grilles de lecture qui nous fait comprendre plus rapidement là où ça déroge. On dit, tiens, si on a cette accumulation de signes, ça veut dire qu'on a ça qui est en panne, et automatiquement, il y aura ça qui est en panne.
Bon, ok. Donc, il y a une logique des systèmes qui tombent en panne. Et une fois qu'on a cette analyse, on peut pressentir ou prévoir qu'il y a des zones qui sont sensibles ou douloureuses. Et à la palpation, on va voir les réactions discrètement en touchant les jambes. On voit que l'enfant, il y a des zones qu'il ne va pas aimer qu'on touche et d'autres qui ne se lui fait rien du tout, sans forcément mettre le doigt, appuyer. Voilà. Mais c'est cette analyse qui nous montre que avant, ça bloquait, c'était congestionné, et la validation après le soin, ça montre que c'est détendu, que ça repart, ça circule. Et on va le faire sur le ventre, sur les organes. Hein. On voit les organes, quand on les traite, dès qu'on a traité le doigt, normalement, il doit être amélioré. Et si ça ne l'est pas, eh ben, on va reprendre, on va refaire notre technique. Cette notion, du coup, dans le traitement, fait appel à la troisième vision, où on a parlé de la planification. C'est que quand je fais un geste, quand je fais un soin et que je le valide, que tout va bien, que j'ai bien réussi ma technique, pas de souci. Mais il arrive des fois que ça ne marche pas assez. Ça ne marche pas assez, pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qui vont interférer. Alors, peut-être parce qu'il y a des manques. Par exemple, il n'y a pas assez d'humidité. Alors, systématiquement, on va demander de reboire un petit peu, de remettre un peu d'eau dans l'organisme. Ou alors parce qu'on est sur la digestion, ou parce qu'il y a la faim, ou parce que, en fait, il y a des choses qui peuvent nous bloquer dans le soin. Mais il va falloir revenir en arrière et comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'instant pour que ça bloque. Et cette validation, elle n'est pas fausse. Elle est juste pas opportune par rapport à la situation du moment. Donc, on ne doit pas se dévaloriser par rapport à l'acte, on doit juste se dire, j'ai oublié quelque chose, il y a un paramètre que j'ai négligé. Et des fois, on a des systèmes où on va défaire un peu un côté, puis après, on va faire défaire un peu l'autre, et puis ainsi de suite. Et en gagnant d'étage en étage, on arrive à faire bouger les choses. C'est un petit peu comme quand on essaie de débloquer une bouteille qui est coincée dans un verre qui est dans un autre verre, on bouge à droite, à gauche, et puis ça va se débloquer. On ne peut pas tirer que d'un côté. Voilà, ça va être pareil. Il faut laisser les choses remonter les unes par rapport aux autres pour que ça s'équilibre. Mais c'est petit à petit, tout doucement. Et c'est la finesse de l'observation qui va montrer que quelque part, il y a quelque chose qui a bougé, ce n'est pas suffisant, mais on va continuer et on va se donner les moyens et on va chercher. Il y a un facteur qu'on oublie, c'est la tension autour de l'enfant. C'est-à-dire que si la pièce est calme, tout est détendu, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a une tension parentale, par crainte, par je te l'avais dit, bon, l'enfant, il le ressent. L'enfant, il ressent les dynamismes, il est à l'écoute de ça et il les prend, il les capte. Donc, ça va le mettre en tension, il va mal réagir. Et ça, il faut essayer de protéger. Il faut essayer de minimiser les rapports de force qu'il peut y avoir dans la pièce où la pièce doit être confortable. Et à ce propos, le côté confortable, c'est la notion de température. La pièce, elle doit être agréable, elle doit être chaude, douce ou un peu fraîche quand il fait trop chaud à l'extérieur. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent agacer ou nuire à l'enfant ou le mettre dans un inconfort. À nous de veiller à tout ça. L'enfant, s'il se confie à nous, ou si les parents nous le confient, mais c'est aussi l'enfant qui se donne, parce que quand il nous fait confiance, il ne dit plus rien, il accepte le soin. Et là, il faut vraiment prendre en considération qu'on est son avocat, on est là pour le protéger, on est là pour transmettre ce qui le gêne ou ce qui ne le gêne pas. Quand parfois on sent l'enfant, il est sous nos doigts et il y a quelqu'un dans la pièce qui parle et qui nuit, et ça réagit. Tout à l'heure, on me disait, quand il a entendu ta voix, il s'est mis à pleurer. Il dit, ah, c'est bon, ok. Et ce n'était qu'au téléphone. Mais bon, voilà. Donc, c'est que le bruit, peut-être, agace l'enfant à ce moment-là. Ce n'est pas forcément moi, mais c'est peut-être le bruit, quoi. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut veiller à comprendre, à déterminer. Quant à la notion de planification et de la validation à la suite du traitement, ça permet aussi de connaître sa limite. Parce que la question, c'est, je le fais combien de fois? Je ne sais jamais.
C'est-à-dire qu'on peut très bien, des fois, le faire 10 fois, des fois 50 fois, des fois 40 fois. Je n'en sais absolument rien. La première observation, c'est la modification au niveau du doigt. La sensation, si on travaille sur le doigt ou d'un tissu ou d'un avant-bras, la peau va changer. Déjà, il y a une observation, il y a quelque chose qui change. Et une fois qu'on a changé là, si c'était en rapport avec un autre système réflexe à distance, eh bien, on va le tester. Et quand on le teste, on voit ben, ça s'est débloqué suffisamment ou pas. Donc, on reprend et on refait. Et puis, parfois, ben, c'est vrai qu'on est un petit peu étourdi, on discute, on répond à une question. Et on s'est détaché un petit peu de l'attention du geste. Et donc là, il faut se reprendre et puis se dire, bon, non, je vais refaire un geste concentré, conscient et en complicité avec l'enfant. Et à ce moment-là, ça marche mieux aussi. Et on a plein de points réflexes au niveau du corps. Et principalement sur ces 5 fameux organes qui vont gérer l'enfant dans son ensemble. Et comme ça, on sait que dans toutes ces capacités de transformation ou de fonctionnement, ben déjà, la vitalité est là, elle est présente et que ça tourne. Après, si je mobilise, par exemple, par rapport à la notion de tissu, si je mobilise des liquides parce que l'enfant, je trouve un petit peu pas assez dense, j'ai besoin de mobiliser des liquides pour qu'ils se remplissent, je vais solliciter les organes qui fabriquent des liquides. Et ça va mobiliser un peu plus de liquide, transformer certaines glaires en un peu plus de fluidité, mais c'est proportionnel à l'apport du moment. Donc, je vais avoir une réponse, c'est certain, mais il va falloir derrière le nourrir. Si je ne lui ramène pas de liquide, ça va le mettre dans un inconfort. Donc, bien penser, dire je mobilise, mais derrière, j'ai ça. Et c'est aussi une limite de traitement. Dire je ne peux pas continuer le soin si je n'ai pas ramené de l'eau. Donc, je redemande d'avoir des liquides. Là, la notion de limite aussi permet de ne pas en faire trop. Il n'y a pas de défaut à faire trop chez un enfant parce que l'enfant a tellement d'énergie, il s'auto-règle très rapidement. Il n'y a pas de notion d'en faire trop. La seule chose qui peut exister dans le faire trop, c'est d'irriter la peau. En fait, de s'oublier et d'irriter la peau. Alors là où il arrive que les peaux soient très fragiles, c'est quand les enfants ont déjà des états de prédiabétiques où la peau elle est très humide et elle a tendance à se détacher un petit peu, à s'irriter très rapidement. Donc là, il faut faire attention. Mais si on fait attention au toucher, dès que ça commence à accrocher, et si on voit que ça accroche de plus en plus dans la technique, ben, il faut devenir de plus en plus superficiel. Il ne faut pas s'insister dessus, frotter. Il y a vraiment une notion à régler au fur et à mesure du geste. Parfois, quand on traite que les parents sont des fois un peu sceptiques. Ils ne comprennent pas. Je me souviens d'une séance, j'avais un confrère qui travaillait à côté de moi dans le box d'à côté et il faisait du clapping à l'époque, la grande époque du clapping. Alors il tapait sur l'enfant pour le faire cracher. L'enfant hurlait pendant toute la séance. Moi, c'était insupportable, mais bon, c'était sa technique. Et il venait tous les jours. Et puis le week-end, il était parti et c'est moi qui récupérais l'enfant en urgence. Et je n'ai pas du tout travaillé comme ça. La maman était affolée. Elle était affolée. Elle a téléphoné au confrère. Elle a demandé mais qu'est-ce que c'est que votre collègue? Comment il travaille? Il ne travaille pas comme vous. Il a quasiment rien fait sur l'enfant. Et alors, mon collègue intelligent, quand même, il savait comment je travaillais. Il a dit, mais est-ce que l'enfant est encombré? Il dit, non, mais pas du tout, il va bien. Il a dit, mais c'est le résultat, peu importe la technique qu'il utilise. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, il y a des parents qui vont être sceptiques parce qu'ils ne sont pas habitués à cette prise en charge. Quand on travaille à un organe en travaillant que sur les doigts, on vous regarde avec des gros yeux en disant, mais c'est pas possible, il n'y a pas de réaction possible. Et pourtant, si, ça fonctionne. Et il va falloir s'adapter et puis convaincre l'équipe autour. Voilà. On a une collègue qui a traité une petite gamine constipée qui était au Forlax depuis 3 ans ou 4 ans, chose de terrible. Elle était à 4 Forlax. C'était les doses maximum qu'on donne à des enfants de l'âge de 8 ans. Elle avait 4 ans.
et elle l'a traité en massage chinois et elle a eu la chance que sa pédiatre ait reconnu la pratique. Elle l'a appelée pour lui demander quand est-ce qu'elle devait commencer à diminuer le Frolax, parce que la gamine allait de mieux en mieux, et savoir, parce qu'il y a une accoutumance à ce traitement. Et donc, ça s'est très bien passé. Il y a une reconnaissance qui s'est faite dans l'équipe médicale, et c'est génial. Mais c'est important de pouvoir montrer qu'on sait faire et qu'on peut faire tout doucement. On n'a pas à vendre aussi. Hein. Moi, je ne vends pas la santé et je ne dis jamais à un patient je vais vous faire ça. Non, je fais et puis on voit ce qu'il en reste, hein, ce qu'il fait, comment ça se passe. Et on va observer. C'est ça la validation. Hein, se prémunir aussi d'aller trop loin. Au niveau de ce travail de validité, c'est surtout pour vous. C'est surtout pour vous parce que, en fait, ça va vous garantir votre geste, ça garantit que vous savez faire, que vous êtes en train d'acquérir de l'expérience. La première fois, c'est une découverte. La deuxième fois, c'est un savoir-faire. La troisième fois, ça y est, c'est un début d'expérience. Mais tant que vous ne l'avez pas fait 3 fois ou 4 fois, c'est difficile. Et une fois que vous avez compris la technique, même si la méthode n'est pas la même que vous avez utilisée, mais vous savez que vous allez pouvoir agir, c'est de l'acquis, il n'y a pas de problème. Je pense, le plus important, c'est davantage vous ça vous met en situation de confort, de sécurité. Cette expérience, elle va valider votre compréhension. Elle va valider que vous avez bien analysé, que vous avez bien observé, que vous avez bien planifié les choses et que les choses sont mises en place. Non seulement la compréhension, elle est mise en place, mais la logique aussi, elle est mise en place. C'est-à-dire que la planification et l'acte qui en a suivi, il était opportun, c'était vraiment ça qu'il fallait faire. Donc, c'est toute une organisation qui est validée et qui est glorifiée quasiment pour vous, et c'est super. Et derrière ça, quand on arrive à l'expérience, on a une expertise, on a l'habitude, on commence à connaître, donc on peut avoir une expertise sur cette pratique-là. Et l'expertise sur ces enfants, c'est quand même génial. C'est-à-dire, je comprends mon enfant et je peux l'accompagner et je peux être son intermédiaire et son avocat et savoir ce qu'il lui faut ou pas et ce qu'il lui faut pas, parce que je vois très bien comment il réagit et comment il est modifié. Et je vais doser les choses et je ne vais pas me laisser emporter par une politique commerciale, une politique agressive de sécurité qui n'a pas lieu d'être. Souvent, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Et une fois que vous avez cette expertise, c'est le savoir-faire, quoi. Et le savoir-faire, ça n'a pas de valeur. C'est génial quand on sait faire, quand on sait poser la main, quand on sait toucher, c'est exceptionnel. Et là, c'est une joie intérieure qu'on a, de pouvoir transmettre et aider son enfant. Donc, l'ensemble de ce travail va déjà vous donner pour vous de l'assurance. L'assurance dans le geste, l'assurance dans la réflexion, dans la logique. Et la logique et la réflexion, elle va se baser vraiment sur les lois qu'on apprend dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il y a ces lois de la nature, elles ne changent pas. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas, comment dirais-je, remettre en question les lois de la nature. Et ça me fait penser à une intervention que j'avais faite avec des médecins endocrinologues sur le diabète et la respiration. Il m'avait invité parce qu'il savait que je faisais du Qigong et que je travaillais la respiration, et il m'avait demandé de faire une intervention là-dessus. Moi, le diabète, ce n'est pas mon truc, l'endocrinologie, ce n'est pas mon truc. Bon, je suis parti avec mon raisonnement, et puis j'ai commencé à discuter avec les personnes, elles m'ont parlé de leurs problématiques, et j'ai répondu en fonction de leurs problématiques. À la fin de l'intervention, qui a duré 2 heures, les médecins sont venus me voir et m'ont dit « On ne comprend pas comment vous raisonnez, mais tout ce que vous dites, c'est juste et c'est parfait. » Et en fait, c'est parce qu'il y a cette logique. Il n'y a pas de secret. Et cette logique, il est applicable à tout le vivant. Quand on prend l'exemple de la cuisinière, mais c'est exactement la même chose que pour le foie, que pour le cœur. C'est toujours pareil. La loi est toujours la même. Elle ne changera pas. Et c'est comme ça qu'on est structuré. Et on vit comme ça.
On a toujours un pile ou une face, vous avez toujours un haut, un bas, vous avez toujours un dedans, un dehors, vous avez toujours du chaud et du froid. C'est comme ça, vous ne changerez pas. Et le froid a tendance à se concentrer, et le chaud à se dilater. Et voilà, c'est la vie qui est comme ça. Alors, quand on maîtrise cette gymnastique de raisonnement simpliste, un paysan, vraiment paysan, mais dans le sens noble du terme, la vie est plus simple, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de savoir les molécules, tout. On peut, mais ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. À notre stade, on n'a pas besoin. On a besoin de savoir juste comment on fait chauffer quelque chose, on fait refroidir quelque chose, comment on anime, comment on remue. Et puis voilà, vous ne faites pas des blancs en neige de la même façon que vous faites un lait de poule ou quand vous faites une soupe, vous ne battez pas de la même façon. Vous avez vos techniques, vous savez vous adapter. C'est exactement la même chose. Mais pourtant, il faut toujours passer par le mélange. Il faut toujours passer par ça. Parce que sinon, ça ne se fera pas. Ou il faut toujours passer par la cuisson. Mais la cuisson, elle s'adapte en fonction d'un savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est ça. Mais la loi, la règle est toujours la même. Donc, une fois que vous avez tout cet apprentissage des lois et des règles, elles vont vraiment, vraiment vous donner encore plus d'ouverture sur d'autres situations que vous n'auriez même pas étudiées. C'est que vous allez improviser. Un petit peu, quand on vous jette dans une cuisine, vous ne savez pas ce qu'il y a comme ingrédient, vous ne connaissez pas la batterie de cuisine, vous ne savez pas ce qu'il y a, et ben vous allez regarder un peu à droite, à gauche, vous faites vite votre observation, vous analysez un petit peu tout, et tac, vous planifiez dans votre tête, et vous faites votre plat, et c'est parti. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre juste à reconnaître ces règles, à les mettre en application, à les observer, à les planifier, et à les utiliser. Alors, c'est vrai que ça demande une gymnastique au départ. C'est un petit peu comme une langue. Quand on veut apprendre, il faut apprendre d'abord les verbes, et puis après les mots, et puis après, on va parler dans le temps. Oui, c'est sûr, on va les conjuguer. Mais on est toujours dans une structure qui va être semblable. Il y aura toujours un sujet, un verbe et un complément. Et puis, il y aura une règle qui va imposer, et ça fera du bien dans la compréhension du terme. On aura toujours la même chose. On a toujours ces 5 lois. Après, le travail de la validation. Chose qu'on n'a pas trop l'habitude, c'est travailler en groupe. C'est-à-dire que le fait qu'on s'intéresse à cette problématique de l'enfant, qu'on s'intéresse à nos enfants, on a besoin d'expérience des uns et des autres. On a besoin de partager, d'échanger. Un, pour nous sécuriser, d'accord ? Un, aussi pour soumettre notre réflexion à l'autre. Dire, voilà, moi j'ai compris ça comme ça, et qu'est-ce que tu en penses ? Mais moi je n'ai pas compris comme ça. Ok. Et en discutant, on avance davantage. On parle de médecine traditionnelle. La tradition, elle ne se transmet pas par les livres. Bien sûr, il y a des écrits, mais la tradition, elle se transmet par voie orale. Quand vous regardez la transmission des grands textes, que ce soit les textes tibétains, bouddhistes, le Talmud, les textes bibliques, les gens, vous les voyez, les moines, ils apprennent les textes et ils sont agressés de questions par leurs congénères ou par leurs profs, et ils vont répondre, ils vont réfléchir, et c'est comme ça. C'est la structuration qui compte. Et le fait d'en parler dans un groupe, le fait d'échanger dans un groupe, de se donner son point de vue, de commenter, de dire « Ah, moi, je ne le vois pas comme ça. Et si tu le vois comme ça, ah oui, c'est pas bête. Ah oui, ok. Et si on fait comme ça? Oh oui, on pourrait faire un mix. Très bien, il n'y a pas de souci. » C'est exactement l'histoire du pot-au-feu. Le poteau, alors dire qu'est-ce qu'il y a à voir avec le pot-au-feu? Le pot-au-feu, c'est vous faites cuire la viande avant ou vous la mettez après? Vous la faites cuire après. Vous la mettez directement dans le bouillon ou vous la faites revenir avant? Il y a 2 écoles. Il y a même une école mixte qui fait les 2 à la fois. C'est-à-dire qu'elle va prendre un morceau de viande qui a du goût, elle va le cuire, que je ne dis pas de bêtises, le cuire avant pour le saisir le parfum, et puis l'autre, qui a une viande qui a un peu moins de goût, va mettre carrément dans le bouillon. Ben voilà, chacun a son école, chacun a son style, chacun a ses affinités. Mais c'est intéressant de les découvrir et de se dire comment je peux faire, comment je vais faire, comment je vais aborder. Et quand on se voit, nous, entre confrères, on discute, on n'a jamais les mêmes traitements. Et quand on prend un patient en consultation, en direct, dans les études cliniques que l'on fait devant les élèves, on peut être 3 à 4 enseignants, on n'a jamais les mêmes traitements. On a un principe qui est le même,
Mais l'approche ne sera pas le même. C'est lié à nos affinités, c'est lié à notre capacité, à notre compréhension. Donc, le travail de groupe, c'est ce qui va nous faire grandir. Et je vous sollicite à poser des questions, à mettre une petite phrase, un petit mot, une petite pensée, une interrogation. Et puis, chacun va y mettre un petit peu sa réponse, son interprétation. Et puis, nous, il sera aussi de voir comment on l'interprète. Et il n'y a pas une notion de prof. Ça aussi, c'est une chose que je ne... Moi, je ne suis pas prof. Moi, je suis un collègue. Je suis là, un passionné, parce que je suis un parent et je suis comme vous, comme les parents. Et j'ai eu mes enfants et j'aide les parents et je suis là pour aider. C'est juste une transmission de savoir. Donc, il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est pour ça que dans les formations qu'on propose, il n'y a pas de diplôme. Il y a une certification. Il n'y a pas de diplôme avec un examen. De toute façon, moi, j'ai eu horreur de l'école parce que justement, il fallait rendre des comptes. On n'a pas besoin de rendre des comptes. Chacun avance à son rythme. Si je suis en retard, mais ce n'est pas grave, ça ira plus vite après. On a le temps. Que ça mette une semaine, 2 semaines, un mois, 3 ans, peu importe. Chacun a son rythme. Donc ça aussi, ça fait partie du respect de la vie de chacun. Dans ces notions de validation, vous comprenez que c'est très lié à ce qu'on a vu au début, donc à l'observation, l'analyse et à la planification. On en souffre de ça. Si ce n'est pas bien fait, on en souffre de ce que le patient vous retourne. Alors, je vais vous partager des anecdotes. Quand j'étais jeune étudiant, je travaillais dans les trains, dans les wagons-lits. Et donc, le travail consistait à récupérer les billets des gens qui partaient au sport d'hiver. On les mettait dans un classeur, chacun avait son système. Et moi, j'avais un livre d'anatomie qui était numéroté par feuille. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Comme ça, compartiment 13, je mettais mes thèmes. Voilà. Et puis, un couple arrive avec une jeune fille qui avait 15 ans. Et le monsieur voit le livre d'anatomie, il me dit ah, vous êtes étudiant en médecine? Je dis non, en kiné. Alors il me dit moi, je suis docteur en médecine. Je dis bon, bien, bon, très bien. Bon, rentrez, hop, j'ai récupéré. Où le train part, il vient me voir, il me dit vous n'auriez pas du Doliprane? Même si j'en avais, de la profession, c'était interdit de donner un médicament, quoi que ce soit, même s'il était médecin, je ne pouvais pas donner de médicament. Je lui dis non, mais si vraiment ça ne va pas, vous revenez me voir et puis on va voir ce qu'on peut faire. Et c'était pour sa fille. Il me dit, écoutez, ça ne va pas, est-ce que vous n'avez pas autre chose que ce qu'on peut faire? J'ai dit, écoutez, je peux lui proposer un massage. À l'époque, je faisais du massage japonais, du shiatsu. J'ai dit, j'ai continué, on va dire, ah bon, il repart. Puis la gamine, au bout d'une demi-heure, elle était tellement mal, il vient me revoir, il me dit, écoutez, vous ne pouvez pas lui faire le massage. Alors je vais, et puis je fais ma palpation, et je me rends compte que son foie a été explosé. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, en attendant les parents, j'ai bouffé une boîte de chocolat entier de Noël que les patients avaient offert. Et j'ai dit, écoute, la seule façon pour te débarrasser de ça, c'est que tu ailles vomir. Donc, je vais te faire vomir, et puis après, ça ira mieux. Elle a dit, OK. Donc, j'ai fait un traitement, elle est partie vomir, et puis elle allait mieux. Et le médecin, quand il a vu le traitement, il me voit, il me dit, combien je vous dois? Je dis, non, rien, docteur. Voilà. Je vous rappelle, on est des thérapeutes, on n'est pas des médecins. Et les médecins ne sont pas des thérapeutes. Donc, l'acte, il revient à nous. C'est nous qui allons soigner, c'est nous qui allons faire le pansement. Ils savent le faire aussi, mais ce n'est pas leur geste premier. Là, ils ont des connaissances autres. Donc ça, c'était mon plaisir de ma vie. C'était le plaisir de ma vie. Et puis cette semaine, lundi, j'ai un patient qui vient. Il ne peut plus appuyer son pied son pied par terre. Il a en fait ce qu'on appelle une nécrose de la tête fémorale, c'est-à-dire que la tête du fémur elle est en train de pourrir et devient de plus en plus fragile. Et il ne pouvait plus du tout appuyer tellement il avait mal. Ça s'était bloqué ce week-end de façon très violente. Non, je l'ai vu mardi. Et lundi, il téléphone à son professeur pour lui demander s'il y avait une possibilité de voir en consultation. Bon, mardi, il vient en soins, il ne pouvait toujours pas marcher. Je le traite et il se met debout, plus de douleur. Il marche, tac. Et dans la cabinet, j'ai fait faire un aller-retour. Au moment où il revient, le téléphone sonne. Son professeur. Et il pose la question, ça ne va pas votre tête? Et non, je souffre beaucoup. Et comment vous allez maintenant? Apparemment, les anti-inflammatoires vont mieux. Ça m'a fait du bien et tout ça.
Et je regardais, j'ai dit, mais en plus, vous appuyez sur votre jambe gauche, là. Vous ne pouviez pas appuyer. Et il ne lui dit pas au professeur. Alors, vous savez, des fois, vous dites, le manque de reconnaissance, c'est dur, quoi. Hein. Les patients, ils ne participent pas. Mais vous serez confrontés à ça. C'est-à-dire qu'on vous dira, ben, ouais, c'est un hasard, c'est un coup de peau. Voilà, on est confronté à ça. Et la validation, elle est faite surtout pour vous. Faites votre traitement pour vous et pas pour avoir une reconnaissance des autres, parce que ça vous fait bondir, vous l'attendrez jamais, la reconnaissance des autres. Donc, et par contre, le patient, lui, il va vous reconnaître, il va vous le dire. L'enfant, il sera content de vous voir et de vous faire confiance, de confier son corps, parce que c'est lui, il le reconnaît. Mais les gens de l'entourage, ils ne reconnaîtront pas. Ils diront toujours que c'est le hasard, c'était comme ça, c'est le médicament, c'est anti-inflammatoire. Ce qui fait plaisir. Voilà ce que c'est que la validation. C'est un petit chapitre, mais c'est le plus important, à mon avis. C'est ce qui nous permet de continuer et d'avancer. Donc, apprendre à valider et pas faire les choses pour rien, quoi. Pas faire les choses comme ça à la va-vite. Allez, je fais ça et puis ça ne doit rien faire. Non, non, je fais quelque chose, c'est pour quelque chose. Et je le valide. Et là, c'est un bon geste. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'affiner votre traitement et vos connaissances. Ça va? Pas de questions? J'ai soif à force. Et moi, j'aurais une question. Oui. De concret, donc du coup, hein, puisqu'on est sur le cas de Luce, la suite. Donc aujourd'hui, ça a été une journée beaucoup plus agitée pour elle, où elle a eu à nouveau très très mal aux dents. Par contre, dans l'observation, on a observé que il n'y avait plus les joues rouges comme c'était avant qu'on vous voit. C'est-à-dire qu'il y a le mal qui est revenu, mais il n'y a plus les joues rouges, il n'y a plus ce feu. On sent beaucoup moins ce feu qu'elle avait. Donc, comment adapter, du coup, la suite? Et la tache qu'elle avait sur la joue a diminué? Pas vraiment. Elle est claire le matin. Ouais. En fin de journée, elle est un peu plus rouge, mais jamais rouge comme elle a été la semaine dernière. D'accord. En fait, là, on est sur un mécanisme un peu particulier. C'est que si on regarde dans la globalité des fonctionnements du corps, le corps, soit il doit avoir une relation avec le monde extérieur, soit il doit avoir une relation avec le monde intérieur pour sa dynamique, et puis il doit y avoir des échanges. Et la construction du corps, hein, les étapes de la vie, elles sont liées à la croissance. Et la croissance, c'est un programme qui est profond. C'est un programme qui va être lié à l'inné, quoi. C'est pas de l'acquis, c'est pas parce qu'on mange ça ou ça qu'on va avoir les dents, qu'on va avoir des os qui vont grandir de telle façon. Non, c'est parce qu'on a une reconnaissance d'un programme parental et tout ça. Donc, c'est lié dans le profond, c'est lié dans les moelles et ce qui est rattaché donc à l'os et à la structuration de l'os, c'est-à-dire les reins, qui vont récupérer les minéraux pour les densifier. Donc, ça veut dire que ce sont des programmes qui sont dans l'intériorité. Et si on regarde la zone de l'estomac, la région de l'estomac, en fait, c'est toute la face antérieure, c'est ce qui correspond à l'ouverture de l'estomac, c'est la mâchoire. Donc, toutes les couleurs qu'on peut trouver sur cette zone-là, c'est du feu. C'est-à-dire que quand on a cette zone qui travaille beaucoup, elle va être en feu et elle travaille de pair avec l'autre en profondeur. La seule chose, c'est qu'on en avait une qui était en panne et que l'autre qui était hyperactive. Là, c'est passé, on est repassé de l'autre côté, on a basculé cette chaleur dans la profondeur et du coup, ça va retravailler à l'intérieur, ça va pousser, ça va bouger. Bon, il faut essayer de normaliser les deux. J'avais montré le point sur la gencive un petit peu pour normaliser. C'est un point intermédiaire qui permet d'équilibrer en fait ces deux influences dedans. Mais c'est le même programme qui se fait. C'est qu'elle commence à intégrer un peu plus. Du coup, elle réveille un petit peu plus ses reins et cette dynamique de pousser, quoi, cette référence à l'inné et à la croissance. Bon, maintenant, il faut que ça perce, quoi. Il faut que ça bouge, quoi. Elle frotte ses dents, là, elle s'est énervée sur ses dents. Ah oui, oui. Là, aujourd'hui, énormément. D'accord. Est-ce que c'est devenu un peu plus blanc au niveau de la gencive? Il y a une zone là au fond où elle se met vraiment beaucoup, c'est blanc, ouais. C'est vraiment blanc. Ouais, donc là, il y a le mouvement de poussée qui va se faire, quoi. Ouais.
C'est l'étape la plus difficile, je pense, pour les enfants, quoi. Les dents. Il semblerait que si nous, on avait les rages de dents qu'ils ont, on se suiciderait. Ouais, on ne supporterait pas, ouais. On a entendu parler. Ouais. Et c'est tellement puissant, ça va tellement du fin fond de l'organisme. Quand on regarde la nature de la douleur des reins, quand on a une colite néphrétique et comme ça, c'est du même acabit, quoi. C'est quelque chose d'hyper violent. Ce sont des douleurs qui sont très profondes, qui sont très dures. Alors, ouais, c'est du costaud, quoi. On rigole pas avec, quoi. Ouais, ça fait partie des étapes. Donc, il faut essayer de l'accompagner. On peut l'aider par ce massage de descente, de devant de l'estomac et descendre comme ça tout doucement pour favoriser les mouvements, pour que ce soit un peu plus fluide. On peut faire ça et masser toujours la voûte plantaire et puis le petit doigt pour essayer de relancer un peu cette dynamique pour que ça pousse un peu plus vite, que ça sorte un peu plus vite, quoi. Ok. D'accord. Autrement, le reste, elle va bien. Ah oui, après, c'est... Elle dort. Du coup, cet après-midi, elle a fait des siestes, mais elle s'est réveillée violemment, justement, parce qu'elle avait mal. D'accord. Que jusque-là, c'était quand même pas comme ça, hein. Ce qu'il faudra regarder, alors ça aussi, c'est une chose qu'il faut observer, c'est de regarder les influences qu'il y a à l'extérieur. Là, nous, dans la région, on a eu du vent aujourd'hui. On a beaucoup de vent. Ce sont des choses qui énervent, qui agitent. Alors du coup, ça a tendance à monter la dynamique du corps en surface et remettre de l'influence. Alors s'il y a des enfants qui sont très sensibles à ça, donc d'observer comme à la Lune, hein, de regarder comment ça se passe par rapport au mouvement de la Lune. Des fois, sur un calendrier, on coche, on dit, tiens, du vent, hein, la malle là, qu'est-ce qui se passe? J'observe. Et puis, si on voit une redondance, bon, après, il y a des traitements que l'on peut faire pour essayer de minimiser les influences extérieures, quoi. Mais oui, ça peut se faire, ça peut se retrouver, ça. Ouais. Surtout qu'il a fait doux, il n'y avait pas de vent les derniers jours, et là, tout d'un coup, le vent s'est levé, quoi. Ouais. D'accord. Donc, il y a un changement qui s'est passé au même moment où la petite était mieux et puis elle est passée moins bien. Ouais. Donc ça, voilà, on faut le regarder, ce côté-là. Okay. Après, d'autres questions? Audrey? Moi, j'avais une question par rapport à ce que vous venez de dire. Comment vous savez, en fait, comment il faut masser, en fait? Par exemple, là, vous avez dit pour les dents qu'il fallait qu'elles massent du haut jusqu'au... Ouais. Mais comment vous savez, en fait? C'est en lisant des... C'est en pratiquant? C'est en faisant, par exemple, là, maintenant qu'on a fini les visios, est-ce que sur groupe, par exemple, on a même des petites situations et c'est à nous aussi de dire qu'est-ce qu'on doit faire? Si jamais il y avait une problématique réelle, on donne la solution, ce n'est pas un problème, on va le dire. Bien sûr, on a des zones spécifiques, il y a des zones qui sont reconnues dans le massage chinois, massage japonais, massage indien. La réflexologie? Non. Oui, alors, non, en fait, la réflexologie, ce n'est pas traditionnel. La réflexologie, ce sont des techniques qui datent de la fin du 19e siècle et qui sont arrivées avec cette cartographie des pieds et des mains. Et ça n'a rien à voir avec les techniques traditionnelles qu'on avait. Alors, il y a des correspondances, hein, je ne dis pas, hein, mais on n'est pas du tout dans le même raisonnement, la même approche. Mais il y a des points qui sont reconnus pour être actifs, d'avoir une symptomatologie particulière pour telle ou telle pathologie. Alors, bon, oui, il y a une liste à disposition. Donc, dans la formation, je vous mettrai une liste de ces points à disposition pour que vous puissiez y référer. Parce que le but, ce n'est pas d'apprendre à traiter toutes les pathologies. Le but, c'est de comprendre les mécanismes qui se mettent en place et qui vont induire telle ou telle pathologie. Si, je m'explique, si un enfant a du mal à digérer, c'est une pathologie d'estomac. Si un enfant commence à avoir du mal à digérer et puis commence à avoir des rots et des remontées et des reflux, c'est toujours une pathologie d'estomac. Si on a un enfant qui a des régurgitations avec des brûlures, d'acidité qui remontent, voilà, c'est encore, s'il a une gastrite et que ça s'inflamme, on est toujours dans la même pathologie. C'est quelque chose qui ne descend pas, sauf que la descente, la non-descente s'est aggravée au fur et à mesure du temps.
Et donc, l'ordre qu'on doit mettre, il devrait être un tout petit peu plus répété, un peu plus assisté, plus aidé, accompagné peut-être d'alicaments pour essayer d'aider ça. Mais le principe sera toujours le même. Il faut faire redescendre et s'assurer que ça redescende. Donc, il vaut mieux apprendre à avoir cette gymnastique de compréhension pour pouvoir s'adapter sur des symptomatologies. Et ne pas être figé, dire « Ah, mince, je ne sais pas traiter ça. » Non, bon, on va l'analyser. Qu'est-ce que c'est? C'est du chaud, c'est du froid, c'est en surface, c'est en profondeur. OK, et on va jouer avec. Et à ce moment-là, on va agir. Mais les grands-mères, elles faisaient ça. Elles n'avaient pas les connaissances, elles avaient des recettes, elles avaient quelques recettes, mais après, elles disaient oh, bah, toi, il faut te faire un bain de pied, toi, on va te faire un bain de siège, toi, on va te faire une bouillotte, on va te faire une compresse, on va te faire un cataplasme. Elles se débrouillaient avec ça, et puis un gant de toilette sur le front. Voilà. Elles savaient faire parce que elles avaient une logique paysanne, c'était un peu ça, quoi. C'est une ouverture d'esprit. Donc, il vaut mieux développer ça que d'apprendre la liste des symptômes qui sont fois un peu rébarbatifs, mais il y a des recettes à connaître, à savoir, bien sûr. Hein. Il y a 36 façons, 36, j'exagère peut-être un peu, mais pour l'enfant, il y a une dizaine de façons de faire chuter la fièvre. Et en fonction des fièvres, c'est vrai qu'il y a des petites variations. Donc, voilà. Donc, ça fait partie d'un enseignement un peu plus complet, un peu plus approfondi, quoi. C'est de détailler un peu. C'est comme les omelettes, quoi. Il y a les omelettes simples, nature, et puis il y en a aux champignons, et puis voilà. Donc la cuisson n'est pas pareille. Hein, Merci. Merci. D'accord? Le Oui. principe est le même. D'autres questions? Non. Alors, ces 5 visios étaient là pour vous présenter un peu tout l'ensemble. On a ouvert ce groupe, la Parlons Hibithérapie, pour rassembler un petit peu des échanges avec des personnes qui viennent un peu de tous les milieux. N'hésitez pas à poser des questions pour l'instant là-dessus. Il est prévu une formation. La formation, elle sera mise en ligne d'ici début juin, je pense. En début juin, on devrait la mettre en ligne. La formation consistera à des cours qui sont enregistrés, qui sont en ligne, qui seront, alors j'aime pas dire à vie à disposition, parce que je ne présage pas de vivre très, je sais pas, bizarre. Donc un certain temps, d'accord, tant qu'on pourra, on la laissera en ligne, et ces cours seront jalonnés de séances d'entretien, d'entrevues, où on rediscute, on parle du vécu, des difficultés, des incompréhensions, on revient en live et puis on parle, on refait un Zoom et on reparle entre nous pour pouvoir assurer, comprendre, se rassurer, parler de ses expériences, de ses difficultés du moment, ainsi de suite. Et le but, c'est d'accompagner jusqu'au bout de la formation comme ça. Il y aura bien sûr des documents à imprimer pour récupérer des grilles, des exercices, des pratiques, la localisation des points, la liste des points avec les pathologies, pour essayer de comprendre un petit peu, avoir des documents de base sous la main. Et puis, il y aura vraisemblablement 1 ou 2 séances de méditation ou de relaxation qui seront faites par ma femme pour justement calmer les emportements de stress, d'angoisse par rapport à des situations où on s'emballe parce que quand on est parent et puis on est sur son enfant, l'émotion monte plus vite que quand on est thérapeute vis-à-vis d'un enfant. Donc, pour ne pas être impliqué et puis handicapé par ces émotions, il y aura un petit travail, une proposition de travail pour pouvoir méditer, se relâcher, se poser là-dessus. Et qu'est-ce qu'il y a? Oui, et il y aura un autre groupe qui sera créé rien que pour les élèves, pour favoriser justement les échanges, les échanges entre nous, avec des implications sur les cours, avec des compréhensions, des incompréhensions. Voilà. Le but, c'est vraiment d'arriver à créer une cohorte de bébithérapeutes avec cette ouverture et cet état d'esprit. Ce qui fait que les formations qui viendront après
qui vous seront ouvertes au niveau des documents, hein, pas au niveau des visios, mais au niveau des documents. Vous bénéficierez des mises à jour, s'il y a des mises à jour qui sont dedans, et toujours du groupe. Et le groupe, ça va s'étoffer. Et chacun va pouvoir amener son expérience, profiter. Franchement, mon rêve, c'est d'arriver à avoir beaucoup de parents impliqués là-dedans. D'accord, pour ne pas voir les enfants en souffrance comme on les voit, quoi, et arriver à ce que cette communauté se développe. Hein. Et que d'autres confrères viennent aussi me seconder sans problème, hein, parce qu'il y a aussi d'autres confrères qui pratiquent et qui pourront venir. Pendant cette formation, il y aura aussi des présentations de quelques médicaments, hein, comment on peut utiliser certains fruits, légumes, des recettes alimentaires pour pouvoir aider, pour compléter, pour soutenir. Voilà. Des choses qu'on doit ou qu'on peut avoir à la maison. Il y a des ingrédients que vous devriez avoir tout le temps à la maison. Donc, il y aura une petite présentation des choses qu'on peut faire avec ça. Et comment les prendre. Hein. Voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Des questions? Vous êtes trop sage. Moi, je n'ai pas de questions, mais je propose que, enfin, je sais que les clous de girofle, c'est très soulageant pour toutes les douleurs dentaires. Maintenant, pour les bébés, je pense que c'est un peu fort et que le faire macérer dans de l'huile d'olive et puis juste tremper son doigt dans l'huile d'olive au clou de girofle pour passer sur la gencive, sur le bébé, je crois que ce sera plus judicieux. Bon. J'ai regardé, c'est la guimauve qui est plutôt marquée pour les bébés. D'accord. Bon, je vous présente Fanfan quand même parce que c'est ma collègue suisse, c'est belge, pardon, pas belge avec qui on fait les formations en Belgique et en France. Donc, c'est Françoise. Donc, si elle intervient, vous affolez pas, c'est normal. Elle a l'habitude de me couper la parole. Mais voilà, c'est une grande complicité. Moi, je suis restée sage quand même. Très sage, très sage, très sage, mais une grande complicité. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est... Des fois, on n'a pas aussi des idées, il y a des choses qui ne reviennent pas comme ça spontanément en tête, mais le fait qu'on soit 2 ou 3 à penser, à réfléchir, des vieilles idées ou enfouies remontent à la surface, voilà, on est toujours mieux quand on travaille à plusieurs. D'accord? Et un appel au secours en disant ouais, il y a quelque chose qui ne va pas, la communauté elle est là, on est là pour intervenir, on est là pour aider, ne pas laisser tomber. Donc, il ne faut pas hésiter. Voilà. D'autres réflexions? J'ai une question encore. Ouais, vas-y. Sur le groupe, on avait différentes maladies qu'on voulait voir. C'était pourquoi le sondage? C'est pour finaliser la formation. D'accord, ok. Et en fait, je me rends compte, j'ai fait 2 sondages dans 2 groupes différents. Et dans un groupe, c'est que le sommeil qui est ressorti. Et puis, je ne sais plus quoi, il y avait le sommeil et les dents, je crois. Et dans notre groupe, j'ai mis des choses. Dans l'autre groupe, je n'ai rien mis. Je sais que dans l'autre groupe, l'autre groupe, ce sont beaucoup de mamans et de jeunes mamans. Et en fait, j'étais surpris de voir qu'il n'y a aucune pathologie principale qui soit ressortie. Tandis que dans votre groupe, là, dans Parlons Bibliothérapie, j'ai marqué, moi, des choses. Alors, du tout, vous êtes accroché dessus. Et vous m'avez... S'il y a eu Vanessa qui a sorti la réflexion sur les dents, ou je ne sais pas qui, peut-être Vanessa, et puis quelqu'un d'autre sur les gaz odorants. Ouais, et la rhinopharyngite aussi. Ah ouais, je ne l'ai pas vu celui-là. Je l'ai mis aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça. Et alors, donc, j'étais très surpris, mais c'est pour savoir un petit peu qu'est-ce qui ressortait, quels sont les symptômes qui sont les plus traumatisants, qui déboussolent plus, qui nous donnent panique. Et en fait, il n'en ressort pas tant que ça. Et bon, je vais voir. C'est pour ça que j'essaie de voir si j'axe plus la formation sur la symptomatologie. Et moi, ce n'est pas mon truc, que sur les mécanismes. Parce que ça donne plus de raisonnement et ça ouvre davantage la palette. Dire, est-ce que c'est d'apprendre le style
des peintures à l'huile, et puis connaître la peinture à l'huile et savoir qu'est-ce qu'on peut en faire avec. Donc, voilà. Et je pense qu'il vaut mieux apprendre la peinture, les peintures et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et pas trop voir comment Van Gogh a utilisé, ou Monet, ou à tel ou tel. Ça ne sert pas à grand-chose. Ça peut inspirer, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est pour ça que je lance, j'ai encore un temps de réflexion pour pouvoir finaliser cette formation, pour pas. Parce que moi, j'ai un défaut. D'abord, je suis un passionné. Et puis, les élèves me disent, mais tu as toujours l'impression qu'on sait. Ouais, ça me paraît tellement évident que je vais un peu plus vite. Alors, j'essaie de me réfréner un petit peu dans mes techniques. Et puis, il y a Mute qui va également me freiner pour me dire, hop, 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 là, tu vas trop vite. Et voilà. Donc, c'est bien pour te poser plein de questions, alors. Mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour. Mais c'est fait pour. Le but, c'est ça. Il ne faut pas croire que la formation, et surtout en médecine chinoise, la formation est une formation unidirectionnelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Une formation en médecine chinoise, c'est une formation bidirectionnelle. C'est-à-dire que moi, j'apprends toujours autant, si ce n'est pas plus, que quand vous apprenez. Parce que on pose des questions, ça me met dans l'embarras, ça me demande de réfléchir très rapidement, de remettre les applications des règles, et j'apprends tout le temps, et j'apprends, et je découvre tous les jours, toujours. Je suis vraiment fasciné de voir comment le mécanisme du cerveau tourne tout doucement, mais sans être obstiné, quoi. Je veux dire, c'est juste de la réflexion de base, et puis dire tout d'un coup, on est là, ah ben oui, c'est comme ça, ah ben oui, ça y est, j'ai compris, ouais, ben voilà, et c'est parti. Et c'est fascinant, mais on va le faire en tant que parent, dans l'observation, dire, on le voit, on le constate, on dit, ah ben tu vois, regarde, il s'est appuyé sur la règle, ah, et du coup, il va mieux, parce qu'il s'est donné une règle, ah, ok, et du coup, on voit qu'il a utilisé une des lois des 5 systèmes qui sont en place, ou tiens, tu vois, il ne s'est pas bien nourri, alors du coup, sa fonction n'est pas bonne et son action n'est pas terrible, donc s'il mangeait un peu plus, ou si on le nourrissait, ah, voilà. Et du coup, vous allez mettre en place ces choses. Et à chaque fois, ça va intervenir, ça va fonctionner, ça va être super. Mais c'est justement, c'est ça que je voudrais, que vous ayez ces petites logiques qui étaient en fait des logiques traditionnelles. Il ne faut pas croire, le peuple chinois, il y avait les médecins qui avaient des connaissances, mais il y avait beaucoup de gens qui avaient ces raisonnements basiques sans avoir la connaissance pathologique, mais qui utilisaient, ils savaient que on n'allait pas manger de la douceur quand il faisait humide, qu'on n'allait pas manger de l'acide quand il y avait du vent, qu'on n'allait pas manger du trop salé quand il y avait du froid, et qu'on n'allait pas manger du grillé quand il faisait chaud, et puis voilà. C'est comme, regardez, je viens de vous donner l'exemple, si on se fait au 14 juillet un barbecue, on dirait, ok, ça passe, mais je dis, on va faire un barbecue aux frites. Ici, sur la Méditerranée, ça va être coincé, on va avoir du mal, on ne peut pas manger. Alors, par contre, si on met des légumes, si on met une salade à côté, si on met des tomates de la fraîcheur, ou on met des concombres, ah oui, ou on met des courgettes, oui, ça va ramener de l'eau, ça va compenser le système. Mais en fait, on le fait déjà automatiquement. Et on sait très bien, mais on n'a pas la règle. Et ce qu'il faut, c'est remettre de la règle pour pouvoir développer encore plus. Dire, on va être encore plus fin, plus subtil dans cette relation. Et l'enfant, ça va être ça, en fait. C'est de se dire, ah, il a dérogé à la loi ou à la règle là, bon, il faut le recadrer, il faut lui expliquer. Et on a plein d'outils. Ça peut être alimentaire, ça peut être gymnique, ça peut être une activité, une façon de faire, un comportement. Il y a plein de choses. Mais on peut l'aider. Et ça va nous ouvrir à la psychologie, ça va nous ouvrir à la physiologie, ça va nous ouvrir à plein de choses. Je suis désolé d'être passionné. Ça va pour tout le monde? Ouais. C'est toujours aussi sage. Miou, tu t'es endormi? Non, je suis là. Bon, ça va. Bon, écoutez, sur ce, on discutait tout à l'heure avec Newt, mais on pense qu'on va mettre quand même un peu de vie dans le groupe pendant les 15 jours, 3 semaines. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaiera de se refaire des lives, poser des questions, envoyer. Nous,
on essaiera de mettre un peu plus de dynamique là-dedans, de faire de la question-réponse gentiment, de participer au mieux. D'accord? On reste groupé et solidaire. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes qui ont des bébés, des jeunes enfants. Partagez le groupe. Voilà. C'est toujours pareil. En plus, c'est vrai que quand on a des proches, là, on parlait dans un groupe où on ne se connaît pas d'office. Quand on va commencer à se croiser, on va commencer par avoir des affinités, parce que ça fait 4-5 fois qu'on se voit dans des Zooms, alors ça y est, Audrey va commencer à nous couper la parole, et puis voilà, c'est bon, ça va être bien. Et il y a une dynamique qui se met en place. Et quand on se croise de visu réellement, c'est encore plus de plaisir. Mais si vous avez des proches avec qui ils ont des enfants, qui ont des petites difficultés, si vous pouvez les intéresser à la dynamique du groupe, ça sera encore mieux pour vous parce que vous serez à 2 couples ou 2 parents à discuter, à commenter, à analyser ensemble et progresser ensemble. Il ne faut pas se sentir seul. Il ne faut pas se sentir seul. D'accord? Voilà. Sur ce, vous n'avez plus de questions? Bon, n'ayant plus de questions, je vous abandonne, je vous laisse vous coucher, retrouver vos enfants, vos petits chérubins. Et à très bientôt. On reste en contact. Ne vous inquiétez pas, on est là. Et s'il y a quoi que ce soit, vous téléphonez, on répondra à vos questions. À bientôt. Au revoir.